Bonjour, donc je suis Alain Thibillon, je suis directeur technique chez Hervé Schauer Consultant. Donc, je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes qui fait des tests d'intrusion, des audits techniques et des études informatiques sur la sécurité. Donc on m'a demandé de parler de la faille GSM, enfin de la compromission entre parenthèses, entre guillemets, du GSM qui a été annoncé il y a quelques jours en Allemagne. J'ai voulu mettre ça en parallèle avec deux autres annonces qui ont été faites quasiment en même temps. Donc le 31 décembre 2009, on a eu aussi là une annonce du record battu pour le calcul des décimales de pi. Alors ça paraît un peu inutile comme calcul, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de voir que les fonctions de calcul et les fonctions de stockage sont en développement constant et permettent maintenant à des individus, c'est-à-dire le calcul décimal de pi, c'est quelqu'un quasiment dans son salon qui a battu par des technologies de calcul et de stockage évoluées des supercomputers en réseau. Donc, et puis, troisième annonce quasiment concomitante, c'est l'annonce par l'INRIA et d'autres laboratoires d'informatique qui ont collaboré mondialement de la factorisation d'une clé RSA à 768 bits. Donc 768 bits, ça paraissait encore il y a 3 ou 4 ans complètement inatteignable avec des moyens de calcul raisonnables. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, factoriser une clé RSA à 768 bits, ça ne demande plus que 30 mois de calcul avec 1500 CPU. Ça veut dire par exemple qu'un botnet de 10 000 machines, il est capable de le faire beaucoup plus rapidement. Donc on va revenir sur la première de ces annonces, donc qui est le cassage en fait de l'algorithme du GSM. Donc cette annonce, elle a été faite au CCC. Alors le CCC, c'est le Chaos Computers Congress. Donc c'est un événement qui se tient tous les ans en Allemagne entre Noël et le jour de l'an. C'est la 26e édition, donc c'est quand même quelque chose qui remonte très loin, à l'époque où on parlait même pas encore de sécurité de l'Internet, hein, on parlait de sécurité, je sais pas, de la téléphonie, le phone crack et des choses comme ça. Bon, c'est une conférence qui est assez spéciale dans son ambiance, qui parle pas seulement de la sécurité informatique, mais aussi de la vie privée, de net-activisme, aussi de building things. Donc on voit des gens qui construisent des hélicoptères, qui construisent des jeux à LED, etc. Donc c'est un congrès de hackers au sens un peu initial du terme, c'est-à-dire des gens qui bricolent. Donc c'est un événement moins commercial, ce qui veut dire aussi que il y a certainement moins de pression de sociétés de sécurité ou d'éditeurs de logiciels autour pour faire une autocensure. Et puis c'est quelque chose qui est quasiment gratuit, hein, les 4 jours sont à 100 €. Alors c'est une conférence qui a déjà été citée dans la presse des années précédentes parce qu'il y a eu des annonces déjà au CCC. Donc par exemple en 2008, il y avait eu le cassage de RFID MyFair et le cassage, le cassage de la Xbox pour pouvoir exécuter des jeux non signés. Donc c'est un événement assez c'est intéressant d'y aller une fois pour voir comment ça se passe. C'est très allemand dans son je dirais dans son ambiance, mais c'est des choses assez rigolo. Donc quelques rappels sur la sécurité GSM. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails très profonds. Je voudrais juste expliquer. Donc là, je vais parler surtout de la sécurité GSM 2G. Hein, quand on parlera de la 3G, je ferai bien le distinguo. Donc la sécurité GSM 2G, elle repose l'authentification, donc pouvoir montrer au réseau de l'opérateur qui je suis, enfin en tout cas qui est mon téléphone, qui est ma SIM, et ensuite la confidentialité, donc être sûr que personne ne peut écouter ma conversation ou écouter mes SMS que je reçois ou que j'envoie. Donc ces deux aspects de la sécurité reposent sur les secrets qui sont contenus dans la SIM. Donc on va dans la SIM qui est une carte à puce comme une carte bancaire, un peu différente dans son principe d'exploitation, mais enfin qu'on peut comparer. Cette SIM, quand elle a été préparée par le réseau opérateur, on lui a mis des secrets qui sont aussi copiés lors de la préparation de la SIM dans ce qu'on appelle le HLR, donc qui est une espèce de base de données qui est dans le réseau de l'opérateur. Et donc ces deux équipements, la SIM d'un côté et le HLR de l'autre, possèdent les mêmes secrets, qui sont évidemment différents pour chaque abonné. Donc à partir de ces secrets, en fait, on va générer deux choses. La SIM va générer deux choses. Elle va générer
ce qu'on appelle le SRES, donc quelque chose qui va permettre de s'authentifier sur le réseau, hein, et qui va être envoyé au HLR à travers la borne radio. Et puis elle va générer aussi une clé de chiffrement, là que j'ai noté cassée, qui va être utilisée ensuite pour chiffrer la transmission radio. Donc le chiffrement dans le GSM 2G, il se produit entre le terminal, donc entre le mobile, et la borne, c'est-à-dire l'antenne la plus proche. Bon, après, il peut y avoir différents modèles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffrement, il va pas jusqu'au cœur du réseau, il s'arrête assez vite à l'edge du réseau, je dirais. Donc cet algorithme qui est utilisé dans le GSM 2G, au moins en Europe, il s'appelle A5.1. Donc c'est un algorithme qui a été conçu il y a quand même très très longtemps maintenant, et qui n'a pas été publié, c'est-à-dire que c'est un algorithme que les opérateurs GSM ont tenu secret pendant très longtemps, et qui a été reverse engineeré en 1997. Donc il y a des gens qui ont démonté le firmware d'un téléphone pour voir comment ça marchait. Depuis cette date, il y a eu des attaques théoriques qui ont été publiées. Une attaque théorique, ça veut dire on trouve des faiblesses sur l'algorithme de chiffrement. Ça ne veut pas dire que ça casse immédiatement, hein. Il y a des conditions. On casse, par exemple, ce qu'on appelle un round de l'algorithme, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc il y a des attaques nombreuses qui ont été publiées régulièrement, mais il n'y avait pas d'impact pratique, puisqu'il manquait toujours une petite étape pour pouvoir faire quelque chose qui permet de capter une conversation et de la déchiffrer. Alors, en 2008, il y a un groupe de hackers qui s'appelle THC qui a commencé à publier du code permettant d'aller plus loin et donc de générer, en fait, ce que je vais détailler un peu plus tard, mais générer des tables précalculées pour casser beaucoup plus rapidement l'algorithme. Et puis, ils ont annoncé leur truc, ils ont commencé à annoncer des liens, et puis tout d'un coup, pouf, ça a disparu. Et quand on les contacte, ils disent non, ça a jamais existé, ne me parlez plus de ça, etc. Donc, on imagine qu'il y a eu des pressions de la part des opérateurs, ou c'est un peu difficile à savoir, mais en tout cas, le projet s'est arrêté. Alors, d'autres remarques sur A5.1, donc il y a eu une variante, enfin en tout cas un algorithme beaucoup plus dégradé, donc qui s'appelle A5.2, qui était utilisé avant que dans les pays où le chiffrement était interdit, ou les pays avec lesquels il y avait des problèmes d'export de la crypto depuis les États-Unis. Donc cet algorithme, lui, on sait qu'il est cassé en quelques millisecondes depuis très longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le réseau qui choisit le chiffrement, et vous, sur votre mobile, vous n'avez pas moyen de dire moi je veux que mon truc soit chiffré en A5.1 ou en A5.2 ou en A5.3, comme on le verra. Donc vous n'avez pas de visualisation de ça, hein, les téléphones ne permettent pas de voir. Quelque chose qu'il faut comprendre sur le protocole, enfin sur la sécurité 2G, c'est que il n'y a pas d'authentification mutuelle. Une authentification en 2G, on va authentifier le réseau va authentifier le mobile, donc il va prouver que vous êtes tel numéro, vous allez prouver que vous avez votre SIM. Par contre, le mobile, lui, n'a pas de moyen technique de savoir que vous parlez au bon réseau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir affiché FSFR, Orange ou Bouygues, mais en fait, on va le voir, il y a des attaques qui permettent en fait de remplacer le vrai réseau par un autre sans que votre téléphone s'en aperçoive. Donc voilà, c'est la première attaque qui a été publiée, enfin qui a été montrée au CCC. Bon, c'est une attaque dont le principe est connu depuis longtemps, hein, puisque ça c'est une faiblesse, je dirais, génétique de l'algorithme A5.1 et de l'ensemble du GSM 2G. Donc en fait, ce qu'ils ont montré au CCC, c'est qu'avec des équipements hardware très légers, on pouvait relativement facilement se mettre à la place d'une vraie borne, hein, se mettre à la place de la vraie BTS de l'opérateur, et en parlant, je dirais, en envoyant plus de signal, votre mobile va automatiquement, enfin il est programmé pour ça, il va se connecter à la borne qui émet le plus fort. Donc comme on n'a pas d'authentification mutuelle, il va pas pouvoir déterminer si vous êtes sur une vraie BTS ou sur celle du pirate, et donc il va commencer à envoyer son identité, donc on appelle son IMSI, et il va commencer, si vous émettez un appel à ce moment-là, bon, il faut que derrière l'ensemble du réseau, enfin l'ensemble de ce qu'a monté le pirate le permette, mais il y a eu des démonstrations qui faisaient que on se connectait au CCC sur une BTS, et en fait on appelait vers l'extérieur sans passer par le vrai réseau. Donc ça veut dire que vous pensez être en sécurité, et en fait le pirate, c'est lui qui vous montre
qui intercepte votre communication et c'est même lui qui la route dans le vrai réseau téléphonique. Donc ça, c'est une attaque active, il faut être relativement proche. Il y a des variantes qui vont permettre même aux pirates de se connecter à votre place sur le vrai réseau en faisant baisser la dureté du chiffrement et en fait de prendre carrément votre place dans le réseau de l'opérateur. La deuxième attaque qui a été montrée, et c'est ça, c'est vraiment une avancée, c'est une attaque passive. Donc, une attaque passive, c'est on enregistre le trafic radio, on l'emmène chez soi, sur un disque dur, sur autre chose, et puis on va essayer de le casser offline, donc avec plus de temps, et ça va permettre aussi d'attaquer des conversations sans que le mobile ait aucune chance de s'apercevoir qu'il a été écouté. Donc, pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut calculer en fait un espèce de dictionnaire complet de toutes les clés A5.1. Et pour ça, en fait, les calculs qui avaient été faits, c'était qu'il fallait 100 000 ans d'un CPU classique et 128 pétaoctets de stockage. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est à peu près inaccessible. Par contre, donc les avancées qui ont été faites et qui ont été annoncées, qui ont été annoncées donc par Carsten Knoll, qui a été le speaker de cette conférence, c'est d'utiliser des techniques nouvelles, des algorithmes plus simples pour casser A5.1 et surtout d'avoir porté l'algorithme de cachage sur des GPU. Donc un GPU, c'est quoi? C'est une carte graphique haut de gamme que vous avez chez vous, Nvidia, ATI, etc., qui permettent de jouer, mais qui ont des fonctions mathématiques extrêmement puissantes et qui écrasent en termes de calcul tout ce qui est CPU classique, enfin Pentium, Core, etc. Donc ces cartes-là, en les utilisant dans un réseau distribué, on va pouvoir réduire très fortement la durée du calcul de l'ensemble du dictionnaire. L'autre partie de l'attaque, c'est d'utiliser, au lieu de stocker 128 pétaoctets de stockage, d'en utiliser beaucoup moins et en utilisant des technologies Rainbow Table. Donc je rentre pas dans les détails, ça c'est très compliqué, c'est de la crypto. Disons, c'est quelque chose qui a commencé à apparaître il y a 4 ou 5 ans et qui permet de restreindre très fortement l'espace de dictionnaire à stocker sur un disque dur pour faire une attaque. Donc là, ils ont utilisé 40 GPU, donc 40 cartes graphiques, c'est pas beaucoup, on peut trouver 40 personnes qui mettent leur carte graphique à disposition pendant 3 mois, donc on est passé de 100 000 ans à 3 mois. Et puis les Rainbow Table, elles utilisent 2 téraoctets au lieu d'utiliser 500 pétaoctets, donc 2 téraoctets, tout le monde peut avoir ça chez soi pour quelques centaines d'euros. Donc les conséquences, c'est que maintenant, si on arrive à écouter une conversation et à la passer dans le programme de cassage, à condition d'avoir toutes les Rainbow Tables, eh bien, en quelques minutes, on va pouvoir décrypter la conversation et éventuellement l'écouter. Alors ça, c'est pour une conversation assez longue. Si c'est juste la signalisation, donc en particulier sur les SMS, la probabilité d'échec augmente et on arrive seulement à 50%. Bon, dans tout ça maintenant, la partie la plus dure qui reste, la plus compliquée à faire pour quelqu'un chez lui, je dirais pour un hacker sans moyens techniques très forts, c'est de pouvoir écouter la conversation, donc de pouvoir sniffer le trafic radio. Donc là, il y a des problèmes techniques qui sont pas forcément très faciles à résoudre, des problèmes de saut de fréquence. Bon, aujourd'hui, il y a du matériel qui commence à pouvoir faire ça de manière relativement pas chère, donc autour de 2500 $. Il y a encore ils ont expliqué qu'ils avaient encore des progrès à faire dans les algorithmes pour travailler là-dessus. Voilà, la réaction de la GSM Association, donc les gens qui s'occupent du GSM 2G, ça a été de dire il faudrait, on est un peu, c'est cassé, mais il faudrait, pour faire ça, d'abord c'est illégal, et ensuite il faut créer un radio receiver avec, il faut créer une antenne. En gros. Ils sont à terre, ils essayent de sortir du tapis avant que l'arbitre sonne hippon. C'est un petit peu donc il n'y a pas de la réaction est un peu bizarre. Alors juste pour finir, qu'est-ce qui se passe après? Alors les réseaux 3G, eux, sont pas impactés par cette faille, c'est-à-dire que si votre téléphone vous le forcez toujours en 3G, mais en fait vous pouvez pas être écouté de la même manière, puisque les algorithmes et le principe de fonctionnement est très différent, et en particulier on retrouve une authentification mutuelle, comme quand comme dans d'autres protocoles. Sur les réseaux 2G, la bonne solution, ça serait de passer un algorithme plus évalué à 5.3.
qui est dérivé aussi des algorithmes utilisés par les 3G. Bon, malheureusement, ça pose des problèmes assez forts chez les opérateurs, de fiabilité, de charge des réseaux, de compatibilité avec les très anciens téléphones, qui font que c'est bon. Aujourd'hui, en France, en tout cas, il n'y a pas d'opérateur qui utilise la 5.3, et même dans le monde, je suis pas sûr qu'il y en ait. Donc ça n'empêche pas l'attaque. De toute façon, ça n'empêche pas l'attaque man in the middle et la dégradation d'algorithmes. Donc le réseau 2G, enfin la sécurité 2G, elle aboutit en fait même en changeant l'algorithme, elle arrive dans une rue sans issue, puisque de toute façon, il restera toujours des problèmes structurels. Bon, et puis alors hier, il y a eu une annonce qui dit que l'algorithme utilisé par les réseaux 3G serait aussi en danger. Bon, aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. Ce qui est évident, c'est que dans 5 ou 10 ans, on peut se poser la question de la résistance de cet algorithme. 5 ou 10 ans, c'est du moyen terme pour un réseau opérateur, c'est presque demain, parce que dans 10 ans, on imagine qu'on utilisera encore les mêmes technologies qu'aujourd'hui, et donc ça pose quand même des problèmes de sécurité.